כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. ספר איך היה. Salut à tous, si vous nous rejoignez, bien restez bien accrochés à votre écran parce que l'Alia Story que nous allons vous raconter est chargée de sens et chargée d'histoire aussi, ce pourquoi nous avons de très jolies photos derrière nous. Alors bonjour à tous les deux, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Studio Kalita. Alors vous, c'est Fabien Ababou, depuis 35 ans en Israël, docteur en économie. Et puis vous, c'est Iriel Drey, 33 ans en Israël. Vous étiez, avant de partir pour l'aventure israélienne, vous travaillez dans une multinationale dans le département marketing et vente. Voilà, mais la vie a été une grande aventure pour vous deux. Alors vous êtes là ensemble réunis, ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement parce que vous vous connaissez depuis l'âge de 12 ans. Oui, effectivement, nous étions dans le même établissement scolaire, à Clichy-sous-Bois. Je me revois encore avec lui en 1965. Et depuis ce moment-là, nous ne nous sommes pratiquement pas quittés, sauf peut-être le temps de quelques années d'études pour moi et le service militaire français pour mon ami. Voilà, vous n'êtes pas quitté, mais pourtant il y a un passage un peu à vide où Iriel ne savait pas que vous avez fait votre alia et vous non plus, et puis vous vous êtes retrouvés. Alors, avant d'arriver à tout ça, donc vous nous l'avez dit, vous étiez docteur en économie, vous l'êtes toujours d'ailleurs, vous avez été professeur dans les grandes écoles, notamment le SCP. L'ISEG à Paris. Et l'ISEG, vous n'étiez pas du tout pratiquant? Pas Non. du tout. Non. Et vous, quelle était votre spécialité alors en économie? Je suis docteur en économie en perspective économique. C'est-à-dire que j'ai été formé à partir des mathématiques, à essayer de comprendre les différents parcours prévisionnels sur 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans et peut-être même plus, en fonction de toutes les théories cycliques que j'avais étudiées en économie. J'ai fait une thèse de doctorat sur l'économie israélienne et l'économie égyptienne depuis 1973 jusqu'aux les années 2000. Et cela, c'était en 1982. Alors, vous n'étiez pas pratiquant, mais vous aviez quand même Israël au cœur, puisque vous commentiez les avancées de l'armée israélienne en 1967, pendant la guerre des 6 jours. Vous aviez quoi, 12 ans? Ensemble. Un peu plus. Une quinzaine d'années. 15 ans, d'accord. Oui, et d'ailleurs... Vous étiez ensemble, oui, donc forcément. Mais absolument. Fabien me rappelle que j'étais complètement électrisé par la victoire d'Israël, et je pense que si j'avais eu 3-4 ans de plus, j'aurais fait comme certains, me serais porté volontaire pour venir. Oui. J'ai toujours eu Israël dans le cœur, même en étant un juif laïque. Voilà, un juif laïque complètement. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, Fabien Ababou, c'est que l'économie, toutes les théories que vous défendiez, que vous essayiez de transmettre à vos élèves, ont fait que vous êtes arrivé à un constat un peu pessimiste sur votre présence en Europe, et vous avez considéré que la génération Mitterrand, entre guillemets, avec tous ses espoirs dans ce nouveau président socialiste, n'aboutirait à rien. Absolument. Et jusqu'à présent, j'ai un grand pincement au cœur. Parce que tout ce que j'avais appris à la fac, et j'ai fait quand même 12 ans d'université après le terminal, après le bac, était contredit par les faits. Et donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la politique économique de cette époque-là, ça ne correspondait pas, ou presque pas du tout, à ce que j'avais étudié en fac. Et là, à mon âge, à cette époque-là, j'avais à peu près 30 ans, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, il y avait d'autres forces qui étaient plus ou moins secrètes, cachées, concomitantes, mais qui avaient le véritable pouvoir. Mais je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était. Je pensais que c'était les grandes banques, je pensais que c'était les firmes multinationales, mais ça s'arrêtait là. Je me rappelle très très bien l'interview de M. Valéry Giscard d'Estaing qui nous avait donné à Sciences Po en février 1974,
c'était le début d'un chômage qu'on menait à l'époque qui était frictionnel, qui est devenu chronique et même structurel. Et il nous avait expliqué pendant 1h30, il était ministre des Finances, qu'en fin de compte, c'était un micro-phénomène, ce n'était pas du tout un épiphénomène, et que nous étions, bon, je ne veux pas rentrer dans la technique, c'est très compliqué, à la fin des lois de Gauss, et on était au début d'un reversement Kondratiev, et que de toute façon, la France va s'en sortir vainqueur. Il s'agit de quelques mois de souffrance, et c'est tout. Et je parle de ça il y a 40 ans. Et vous pensiez à l'époque déjà que c'était complètement faux? Eh ben, mon professeur, M. Henri Aujac, qui allait être mon futur directeur de thèse, m'avait dit, M. Ababou, je ne comprends pas, les bras m'en tombent, je ne comprends pas ce qui s'est passé, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on apprend à la fac. Et ça m'avait extrêmement choqué, en disant, attends, il y a deux niveaux, il y a un niveau événementiel, il y a un niveau secret. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de faire le lien entre le secret et l'événementiel. Je ne peux le comprendre qu'en Israël. Alors, c'est quand même rigolo comme conclusion, parce que vous auriez pu arriver à d'autres conclusions. Qu'est-ce qui a été déclencheur pour arriver à cette conclusion-là, justement, que je ne peux le comprendre qu'en Israël? À l'époque, j'avais un copain qui s'appelait Patrick. Faire attention à ses copains, apparemment. Oui, j'avais un copain qui était Lubavitch, et je ne savais pas du tout ce que c'était que le Lubavitch. Il m'avait dit, Fabien, pour comprendre, moi j'étais dans le monde diplomatique, et j'ai commencé à écrire des articles de journaux, et j'étais dans ce monde-là. Et il me disait, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, arrête de tout remonter, prends le livre d'Eli Munch, La Voix de la Torah, nous sommes en 1982, et je commence à lire, et je deviens complètement fou, pour ne pas dire plus, parce que véritablement, Baruch Hashem, à chaque fois que je tombais sur une idée de la Torah, j'avais une réponse économique qui m'était clairement expliquée. C'est plutôt les questions d'économie, trouver leur réponse dans la Torah. Bien sûr. Alors quoi, par exemple? Par exemple, je me rappelle très bien l'histoire du Shabbat, le chiffre 7, et moi je sais qu'en économie, les cycles, par exemple, les cycles de Juglar sont liés par le chiffre 7, tous les 7 ans, les mécanismes économiques revenaient, et donc il y avait une sorte de, tous les 7 ans, de Shabbat de la Terre. D'ailleurs, ce que un jour, M. Jacques Attali a demandé, qu'il faut faire tous les 7 ans le Shabbat de la Terre. Il s'est référé au cycle de Juglar, d'ailleurs. Et ça m'avait complètement surpris en disant qu'il y a un sens secret. Il y a une histoire, une historicité, il y a une méta-histoire. Et cette méta-histoire ne peut se comprendre dans l'union des contraires, dans l'union des diversités. Et Jérusalem, c'est la ville de l'union des contraires. J'ai dit, il faut partir. C'est comme ça que vous avez décidé de faire votre alliance. Alors, ce qui est très intéressant, vous étiez toujours en contact à cette époque-là, lorsqu'il est parti en Israël ou plus? Non, vous étiez perdu de vue. Pour la bonne raison que j'avais été, par mon travail, muté à la direction de Bordeaux. Donc, je n'étais plus à Paris pendant un certain temps, 2-3 ans, je n'étais plus à Paris. Et donc, cette époque où moi, j'ai pris la décision de partir, parce que... Alors, c'est ça, on va y revenir. C'est pour ça que vous êtes ici sur le plateau ensemble. C'est parce que lui, on voit bien que c'est un penseur, que c'est un intellectuel. Absolument. Voilà. Alors, il intériorise des mécanismes et après, il en tire des conclusions. Mais vous, apparemment, c'était pas trop votre truc. Vous êtes plutôt dans l'action. Dans l'action, oui, mais même dans l'action, j'avais toujours eu un intérêt très profond pour les mécanismes économiques. Et je pense qu'il y a quelque chose qui rejoint mon ami, c'est que sans être en contact avec lui, 3 ans après le démarrage du mandat Mitterrand, je ressentais une très grande déception parce que les propos qui étaient tenus par le président ne correspondaient pas à l'action. Et je voyais très bien qu'on faisait... Quoi, par exemple ? Par exemple, le marketing politique qui défendait je me base sur la ligne des 2 millions de chômeurs. On faisait accréditer qu'en fin de compte, comme Giscard d'Estaing, c'était quelque chose de peut-être... temporaire, et que, il n'y avait pas de remède miracle momentané. Or, ce n'était pas du tout la philosophie de la gauche. Et puis, vous savez très bien que quelques mois après être arrivé au pouvoir, on avait tourné la page, compte tenu que lui-même avait avoué qu'il ne pouvait pas se battre contre les milieux financiers. Et sa propre épouse lui a posé des questions, mais que deviennent toutes ces promesses que tu as faites? Il a répondu, j'ai gagné un gouvernement, mais je ne peux pas me battre contre les institutions internationales. Alors vous, ça vous a complètement... Oui, parce que, je vais vous dire une chose, je pense qu'à 33 ans, on se fixe des objectifs. Et je pense que
par rapport au parcours que j'avais fait, j'en étais convaincu, ça m'aurait amené à une très grande carrière en France. Oui. Mais en fait... Vous étiez, oui, on l'a dit, dans oui, une multinationale. Je privilégie à ce moment-là, peut-être, une réussite plus spirituelle que matérielle. Alors, mais c'est pourtant paradoxal, puisque vous étiez laïque. Eh bien oui. Et revendiqué en plus. Eh bien oui. Mais Et assumé. Et j'assume. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui, ça m'a apporté beaucoup, parce que chez les chrétiens, on a une maxime, ce n'est pas l'habit qui fait le moine, et je ne me laisse pas du tout, par rapport au parcours que j'ai fait, influencer par le costume. Moi, c'est à travers le costume, c'est l'âme de quelqu'un qui m'intéresse. Alors, vous étiez déçu de ces mécanismes économiques. Vous n'aviez plus confiance dans la politique de votre pays, on va dire, de la France. Et vous étiez à la recherche d'autre chose. Ça a été une remise en question totale. Et cette remise en question totale passe par la remise en question de l'être juif, d'autant, comme je vous avais dit, que ce livre, Le sang d'espoir, était arrivé à ce moment-là. Alors, vous me l'aviez dit hors antenne, mais vous ne l'avez pas encore dit à l'antenne. Vous avez lu justement un livre que beaucoup de gens de votre génération ont lu à cette époque-là, Le sang de l'espoir de Samuel Picard, et ça a été Pizarro, pardon, et Pizarro. Ça a été un électrochoc. Oui, pour une bonne raison, parce qu'on ne va pas faire l'anthologie de ce livre, mais simplement, il y a un passage, si vous l'avez bien lu, qui m'a interpellé, à savoir qu'il se trouvait dès le début du livre face à un interlocuteur en tant qu'avocat international. Il le recevait et ce monsieur lui a demandé s'il ne pensait pas judicieux de commencer à préparer ses arrières à l'étranger. Et quand ce monsieur a évoqué cette chose-là, Samuel Picard, au premier réflexe, Pizarro n'a pas compris. Et puis, brutalement, il s'est rappelé comment tout a commencé à l'époque, à son époque, avant la Shoah. Et qu'est-ce qui s'est déroulé progressivement et qui a fini par la tragédie. Et il a eu une phrase en disant « Il ne faudra pas, le jour où ça arrive, prendre le dernier avion ». D'accord, donc vous étiez un pessimiste averti, on va dire. Et je vais vous dire une chose, on qualifie souvent les pessimistes, des gens de pessimistes, quand ça nous dérange et qui sont trop réalistes. En fait, pour moi, j'étais trop réaliste, puisque les paramètres que je donnais étaient totalement justes, et ça ne pouvait aboutir qu'à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais ça veut dire que vous voyez une déliquescence dans l'éducation, dans la société française, de l'incivisme. Absolument. Vous aviez prévu, malheureusement, les événements... Une désarticulation totalement de la société française. D'accord. Alors, par d'autres mécanismes, c'est ça qui est intéressant, que les vôtres, mais finalement, vous arrivez aux mêmes conclusions. C'est pour ça qu'on a une osmose entre nous deux. Et vous faites votre alia, alors pas tout à fait au même moment, sans le savoir. Donc vous êtes perdu du, vous ne savez pas. Absolument. Et puis un beau jour, vous allez vous retrouver. Absolument. On se retrouve avec une grande joie d'ailleurs. Et comment se passent les retrouvailles? Si je vous le raconte, et ça a été très émouvant. Très émouvant. Mais comment vous avez appris que votre ami était en Israël, que Fabien était en Israël? Eh bien, justement, Mati Ben Abraham à Kol Israël lui avait donné le micro comme vous lui donnez le micro aujourd'hui. Et il s'est fait que j'ai entendu cette émission. J'ai appelé Mati Ben Abraham, il m'a dit c'est un secret professionnel, on ne peut pas donner les adresses des gens qu'on interviewe. Et il m'a vu tellement désarçonné et vraiment insistant qu'en fin de compte, il m'a lâché et je l'ai appelé immédiatement. Et évidemment, on est tombé dans les bras l'un de l'autre parce que moi, je ne le réalisais pas. Lui, il le réalisait plus que moi. Il m'a dit, j'ai toujours su qu'on ne se quitterait jamais. Et effectivement, on ne se quitte jamais. Ça fait 52 ans. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons la même osmose de pensée. Bien sûr, on va en parler, parce que vous avez aussi un très joli projet ensemble. Mais alors vous, Fabien, vous avez tout quitté, vous étiez quand même professeur dans les grandes écoles, vous étiez même maître de conférences à la fac. On arrive ici, on n'est personne. Vous ne parliez même pas l'hébreu. Absolument. Alors ? Tout simplement, j'avais une foi extraordinaire, Baruch Hashem, en Akadosh Baruch Hu. Je savais que c'était un parcours difficile, mais un parcours plein de sens. Je sentais que, je ne sais pas si on peut dire comme ça, j'étais quelque part révélateur de sens.
Et cette révélation du sens de ma vie me donnait une force absolument incroyable. En fin de compte, comme disait mon maître, n'oubliez, je ne vous l'ai pas dit, mais j'avais un maître qui m'est toujours très cher, Manitou, Zichrono Tzadik Libracha, le Rav Ashkenazi, que j'étais avec lui de nombreuses années, assez court en tout cas. On était très, très, très liés. Et donc, comme disait Manitou, je devenais progressivement hébreu. Je changeais de peau. Je passais du juif à l'hébreu. Et donc, à partir de ce moment-là, j'avais un double langage, un langage avec les Parisiens qui me comprenaient à moitié, et un langage plus ou moins, j'allais dire, messianique, ici, qui fait que, véritablement, je m'étais porté par une dynamique intérieure qui a fait que je suis devenu, quelque part, Fabien Mosché à Babou. Alors, votre vie, on va dire, en tant qu'économiste, votre carrière était peut-être un peu plus en retrait par rapport à ce que vous auriez pu faire en France, mais votre vie spirituelle a pris le dessus. Absolument. Cela n'a pas empêché d'écrire des livres. Bien j'ai sûr. écrit plusieurs livres en Israël, à peu près une dizaine, et j'ai donné de très nombreuses conférences. Et je me rappelle avoir écrit il y a quelques années La mondialisation et l'être universel, c'est-à-dire Adam Arishon, avec le processus économique de mondialisation que nous vivons aujourd'hui, et avec un regard de Jérusalem. C'était dans les années à peu près 2000-2002. Et quelques années avant, j'avais écrit pas mal de choses sur la désarticulation systémique de l'économie monde qui allait nous amener tout simplement à la catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été évidemment caché par les médias. Nous vivons actuellement un temps extrêmement difficile, encore une fois désinformant et caché par les médias, mais j'espère que... Vous êtes resté dans l'idée que la Torah donne des solutions économiques pour notre vie de tous les attention, jours. alors si vous me permettez, je Allez-y. voudrais dire quelque chose qui me paraît fondamental. La Torah que nous avons reçue de Moshe est une Torah émette, bien entendu, aucun doute là-dessus, mais c'est une Torah liée à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que cette Torah qui a été donnée, elle nous a été donnée après le veau d'or, et donc pour éviter absolument la descente aux enfers, de manière à ce que ce peuple ne disparaisse pas. Maintenant, derrière tout ça, il y a l'arbre de vie, il y a la Torah de Elohim, je viens d'en parler en 3 secondes, il y a la Torah de Yud Kei Vav Kei qui est la même, Hachem ou Elohim, bien entendu, il y a une seule Torah et un seul Dieu, mais le regard est différent pour pouvoir comprendre qu'il y a dans l'universel des choses qui sont délivrables, cachées, et à la fois cachées et au contraire explicable, il faut rentrer dans cette Torah de la délivrance que nos maîtres, que ce soit le Rav Kook ou les autres, ont commencé à divulguer depuis déjà maintenant presque une centaine d'années. Ok. Alors, au moment où vous vous êtes retrouvé, Iriel, vous avez retrouvé Fabien, vous habitiez à Beersheba parce que, contre toute attente, vous avez fait votre alia dans cette ville. Absolument. Et... Alors, pourquoi ce choix ? C'est l'agent juif ? Non, c'est le destin qui guide ses pas. C'est le destin qui guide ses pas. J'avais... vous savez très bien que quand nous arrivons en Israël, il faut saisir toutes les opportunités de travail. C'est avéré que ma femme, qui était dans le milieu médical, qui aujourd'hui est à Hadassah, avait eu une proposition de travail à Beersheba. Soroka. Et plutôt que de dire on attend, m'a dit plonge la première et on verra bien de Beersheba, peut-être nous rebondirons ailleurs. Alors vous avez aimé Beersheba ? Oui, j'ai un bon souvenir. Ça vous a fait du bien de quitter l'agitation de la ville ? Oui, parce que je n'avais pas besoin des gratte-ciel, des sièges de la Défense. Ce pourquoi, au fond, j'étais à la recherche, c'est là-bas que je l'ai trouvé. C'est-à-dire une régénération dans le désert. On dit que c'est dans le désert que naissent les grandes crises spirituelles, et c'est vrai. Parce que si Fabien s'était procuré déjà à Paris le Rav Munk, j'avais un ami à Beersheba qui a le destin voulu qu'il habite encore à côté de la maison, le docteur Picard, pour ne citer que lui, et qui m'avait mis un jour à la synagogue, puisqu'on l'a fréquenté, ils étaient là-bas, il était étudiant en médecine à l'époque, le livre, le premier, la Genèse du Rav Munk. Ah ben décidément, vous avez un parcours différent. Et à partir de là, en le commençant,
j'ai foncé à Géoula et j'ai pris toute la série et j'ai commencé à l'avaler. Et j'ai trouvé évidemment, comme lui, les réponses intérieures, puisque ces livres ne me quittent pas, même aujourd'hui quand je vais à la synagogue. Donc vous avez commencé à faire un changement spirituel. Je suis devenu. Je vais vous dire une chose, il faut le souligner. Le Rav Manitou disait, ça m'est pas difficile de faire venir des milliers de Juifs de France, mais c'est pas ça le problème. C'est pas sortir d'une galoute géographique, c'est sortir d'une galoute spirituelle. Mais les gens n'en ont pas forcément conscience. Mais on n'en a pas conscience. Il faut que chacun découvre cette dimension. Et si malheureusement on ne peut pas atteindre cette dimension, le projet de la Alia peut être mis en question parce que au niveau Pshat, comme on appelle ça, les 4 niveaux du Pardes, au niveau de Pshat, on ne peut pas atteindre ces réponses. En fait, le projet de Dieu pour chacun, nous on a nos objectifs, mais Dieu a des objectifs pour nous. C'est qu'en fait, comme il l'a dit, on devienne un hébreu. Et si on n'arrive pas à faire cette transmutation et on reste un juif galoutique, avoir la nostalgie de Paris ou de Marseille, c'est le projet est compromis pour cette... En tout cas, il sera moins fort. Beaucoup moins. Ça, c'est sûr. Alors, vous reprenez contact, etc., etc. Vous à Jérusalem, vous à Beersheva. Fabien, ça ne lui convient pas du tout, cette situation. Il vous rapatrie à Jérusalem. En tout cas, il fait tout pour. Absolument, puisqu'il m'a convaincu que je n'étais pas l'homme de Beersheva. Pourtant, vous aviez trouvé du boulot, vous travaillez dans une société d'import-export, vous étiez installé. Mais il faut bien savoir que mon ami vous avez vu par rapport aux réflexions qu'il livrait sur ses analyses de la société française, avait un regard beaucoup plus profond et il avait vu quelque chose en moi, une dimension qui ne pouvait pas être mise en évidence totale, s'épanouir au niveau où je me suis épanoui à Jérusalem. Et c'est vrai, je le reconnais aujourd'hui, que tout en aimant Beersheva, tout en étant un Israélien aujourd'hui, je ne serais jamais arrivé au niveau spirituel dans lequel je suis. Intérieurement, quel est le niveau spirituel ? C'est pas, on ne se bat pas pour obtenir des diplômes, c'est une plénitude intérieure. Être chalem avec soi-même. C'est l'histoire de Jérusalem. C'est l'histoire de Jérusalem. Vous avez eu un autre déclic aussi, puisque vous avez lu le livre Retour d'Israël et l'espérance du monde. Je crois que c'est grâce à lui. Absolument. Et un autre optimisme sur la vie et sur l'avenir. Et ça a changé votre regard. Absolument. Alors, vous êtes à présent non seulement amis, mais vous êtes aussi partenaire, parce que vous avez fondé une association. Absolument. Qui s'appelle... Tsur Yeshurun. Alors, pourquoi vous avez été jusqu'à fonder une association et qu'est-ce que vous y faites ? Bien, d'abord, dans un premier temps, l'idée, c'était d'essayer de diffuser avec des collègues, avec des rabbinim, une Torah de la délivrance, ce que je peux appeler une Torah de la délivrance, c'est-à-dire essayer de rentrer dans l'actualité les phénomènes profonds autant que possible, en toute humilité, je répète, évidemment. C'est-à-dire avoir une grille de lecture... plus large, beaucoup plus large. C'est-à-dire, en fin de compte, donner un sens à sa propre histoire. Et cette histoire, elle est à la fois individuelle et collective. La création de la nation d'Israël est quelque chose d'absolument phénoménal, prévu dans Bereshit. Et donc, il a fallu, à notre niveau, dans notre petitesse, évidemment, essayer de comprendre au maximum l'union des contraires, l'union de l'homme et de la femme. Alors, l'homme de la réflexion, l'homme de l'action, c'est comme ça que se partagent les tâches au sein de l'association Tsur Yeshurun ? Absolument, puisque Fabien, comme il le disait, a élargi la Torah classique à ce qu'on appelle la Torah de la délivrance. Effectivement, on a un avantage avec lui, c'est que par le cursus d'économiste, il est capable d'expliquer des phénomènes économiques au travers du vécu juif tel qu'on l'enseigne. Et alors, comment il explique justement ? Ça se passe comment ? Comment vous faites ? C'est visuel ? Alors d'abord, je vous invite à rentrer dans notre site qui s'appelle tsuri.com, tsoury.com.
com, C-O-M. Ok. Et là, vous allez avoir à peu près 200 films, en moyenne 20-25 minutes par film. Je vais essayer, j'ai tenté d'expliquer ce qu'est Adam Arishon, cet être universel que nous sommes en train de reconstituer actuellement, mais malheureusement à l'envers. Donc c'est on va dire un message universel sous le prisme économique et social. Sous le prisme économique et social, mais sous le regard évidemment de la Torah d'Israël, bien entendu. D'accord. Qu'est-ce que vous espérez faire avec cette association ? C'est quoi le but ? Faire connaître une parole. Diffuser une parole d'espoir, une parole de simcha, comme on dit, c'est-à-dire une parole qui permet de comprendre que malgré nos souffrances, malgré nos douleurs, malgré tout ce que nous avons vécu en tant que peuple depuis les 2500 dernières années, tout a un sens et tout est pour le bien. Surtout, tout est pour le bien. Donc, il faut être extrêmement, extrêmement optimiste. Nous voyons tous les jours les miracles de l'économie israélienne, les miracles de la société israélienne. Envers et malgré tout, nous sommes en train d'avancer vers le Mashiach ben David. C'est évident. Nous ne sommes pas prophètes. On voit quand même les soubresauts de cette époque absolument sublime qui se développe au jour le jour et qui font que, véritablement, les nations vont être tout simplement épaté de voir qu'un petit peuple de rien du tout, qui avait été tout simplement le peuple de la galoute, de la diaspora, est revenu sur sa terre, change de peau, comme le caméléon, et devient tout simplement un peuple hébreu, de retour sur sa terre, pour le bien de l'humanité surtout. Pour le bien de l'humanité. Alors, vous auriez eu d'autres carrières si vous étiez resté en France, évidemment. Une carrière beaucoup plus intéressante professionnellement. Professionnellement, oui, si on met l'accent sur le professionnel, il n'y a rien à voir. Mais c'est un choix. Mais de notre côté, au niveau du souffle spirituel que j'ai reçu ici, qui a changé ma vie, parce que en fait, nous sommes tous à la recherche de ce émet. Ouais. Mais comment l'atteindre Et malheureusement, je vais vous dire une chose, c'est que la France que moi j'ai quitté et la France aujourd'hui n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que, en fait, si j'étais resté là-bas, au lieu de monter, je serais descendu. C'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui de dire comment on va sortir des dizaines de milliers de Juifs de France. Parce que la galoute, c'est pas moi qui le dis, ce sont même des rabbins, la galoute est très, très profonde. Très profonde. Et quand on vit dans son temps... Il y a des gens aussi pour qui ils n'envisagent pas leur vie ici. C'est aussi leur choix. C'est leur choix. Mais je vais vous dire ça vous attriste, mais... Non, je vais vous dire une chose. Ça, c'est encore mon côté peut-être un peu, j'allais dire réaliste, peut-être un peu pessimiste. Il y a des nécessités de l'histoire. Et si on ne répond pas aux nécessités de l'histoire, on s'expose aussi aux aléas de l'histoire. Le Rav Botchko, un homme qui m'a marqué, une phrase. Moshe Botchko. Oui, avait dit, on lui a posé la question, mais monsieur le rabbin, vous avez quitté votre yeshiva d'Aix-les-Bains, vos étudiants, tout, vous étiez bien installés. Et il a répondu une phrase. Il a dit, un peuple doit être au rendez-vous de son destin. Ok, bon. Alors écoutez, on était ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. C'était très intéressant de mettre votre parcours en parallèle, voilà, un parcours que vous avez mis finalement en commun, comme vous l'avez commencé lorsque vous étiez enfant, collégien. Merci d'être venu. Si vous me permettez. Mais bien sûr, allez-y. Avant de vous quitter. Oui. On a parlé de choses très importantes, pour Israël. Oui. Mais il y a un homme qui figure en médaillon, il y en a deux au sein de l'association. C'est Manitou, bien entendu, le Rav Ashkenazi. Et moi, je suis bien placé pour en parler, puisque son père était grand rabbin d'Oran, Daniel Ashkenazi. C'était à côté de la maison, j'habitais à côté, le Grand Temple, qui est aujourd'hui, il faut le dire, c'est l'écuménisme islamique, un centre islamique à Oran. Et Théodore Herzl. Donc on ne peut pas faire une émission comme ça pour expliquer le retour d'Israël et l'espérance du monde. Sans citer ces deux personnes. Sans quitter ces deux personnes. Voilà, c'est fait. Voilà. Merci à tous les deux. Au revoir Fabien, au revoir Iriel. À très bientôt. Merci. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.